Donc, on va jouer sur les mêmes thématiques un peu, mais on n'arrivera peut-être pas aux mêmes conclusions. En tout cas, l'idée de ma présentation, c'est que je veux vous partager une réflexion qui est ouverte en moi, qui ne m'a pas encore amené à une thèse forte. Puis, donc, c'est pas ça qui va vous être présenté aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Donc, une certaine pensée occidentale arrive aujourd'hui au constat de la dissolution de tous les absolus, voire de la possibilité même d'un absolu. C'est la raison qui nous amène ici aujourd'hui, par exemple. Laissant un vide comme seule réalité possible à constater. Peut-on penser sans absolu? Peut-on penser dans le vide? Quel genre de questions peut-on encore poser s'il n'y a plus de réponse possible? Que peut-on encore chercher si ce n'est pas une réponse? Posé ainsi, le problème semble absurde, voire insurmontable. On pourrait commencer par se demander s'il y a un problème avec notre façon de poser la question. La présente réflexion part de l'idée que le vide que nous cherchons à combler, mais qui semble s'imposer comme fatalité, ce vide, c'est nous qui le créons. La présente réflexion questionne la création de ce vide. Où se produit-elle? Pour Nietzsche, la réponse se trouve dans le rôle fondateur joué par le platonisme dans l'histoire de la pensée occidentale. J'ai un doute là-dessus que je vais vous partager aujourd'hui. Pour ce faire, je mettrai en parallèle deux récits de la pensée occidentale, celui formulé par Nietzsche et celui par Hegel. Je présenterai d'abord ce que signifie de dire que l'histoire de la pensée occidentale soit caractérisée par le nihilisme pour Nietzsche. Ensuite, je présenterai la thèse épistémologique qu'on peut dégager de ce nihilisme et les liens avec certaines épistémologies critiques. Ensuite, à l'aide de cette explication, je soulèverai un doute quant à la cohérence de placer le platonisme à l'origine du nihilisme constaté par Nietzsche. Ensuite, je présenterai un autre récit de l'entrée de la conscience dans la métaphysique, celui énoncé par Hegel en tant qu'émergence de ce qu'il nomme l'esprit à travers l'effondrement de la cité éthique naturelle. Cet autre récit permettra de voir quel événement aurait pu pousser la pensée occidentale dans la recherche d'absolu. Donc, allons-y. Je vais boire une gorgée d'eau. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie que la pensée occidentale soit caractérisée par le nihilisme selon Nietzsche? On peut dire ça dans une phrase courte que je vais vous expliquer ensuite. C'est que cette pensée cherche explicitement l'être dans ce qui n'est pas, c'est-à-dire un au-delà, et ce faisant se détourne implicitement ou inconsciemment de ce qui est, c'est-à-dire la vie, en la dévalorisant. Donc, c'est-à-dire que pour Nietzsche, l'ici-bas sensible, ce qu'on vit, l'existence humaine, l'existence sensible, bref, est tout ce qui est. Mais la pensée occidentale postule un au-delà, donc une existence qui nous échappe, dans laquelle se trouverait une vérité absolue. Cet au-delà n'existe pas. Donc, la pensée occidentale est nihiliste parce qu'elle se fonde sur du néant, sur quelque chose qui n'existe pas. Elle est aussi nihiliste parce que ce postulat d'un au-delà qui contient une vérité absolue a pour effet de s'imposer à la réalité sensible. Et la réalité sensible n'est pas quelque chose d'absolu, de fixe, de formel. C'est du devenir constant. La recherche de vérité absolue qui s'impose à l'existence qui est un devenir constant a pour effet de nier la réalité, de nier ce qui existe. Donc, la pensée occidentale est nihiliste parce qu'elle nie ce qui existe. C'est ma compréhension de ce que Heidegger explique que Nietzsche a dit. On peut sortir de ça une thèse épistémologique, donc un lien entre donc une provenance de la connaissance qui serait en lien avec l'expérience. Donc, encore une fois, je vais vous l'exprimer dans une thèse courte que je vais expliquer ensuite. Donc, on pourrait comprendre que dans cette formulation-là, l'expérience et la connaissance évoluent dans un rapport de constitution réciproque par la dynamique de leur négation réciproque. Ce qu'on voit dans ce que Nietzsche nous exprime, c'est que la connaissance constitue la réalité parce qu'elle lui donne forme. Donc, parce qu'on formule une certaine connaissance, on impose cette réalité-là dans le monde.
Mais à l'inverse, dans le sens contraire du rapport, la réalité sensible qui est mouvante sans cesse et qui pousse la modification de la formulation de la connaissance, donc participe à sa création. Puis il y a un lien de négation réciproque parce que la réalité mouvante, constante, nie la formulation de connaissance qui avait été faite et la formulation de connaissance nie la réalité qui est extérieure, qui est trop multiple pour fitter dans la formulation de connaissance qui avait été faite. Je pourrais vous expliquer où est-ce qu'on le voit dans la formulation de comment le nihilisme s'applique et aussi dans la formulation de ce que Nietzsche souhaite comme dépassement de la métaphysique dans la volonté de puissance, mais je pense que je n'aurai pas le temps. On en reparlera une autre fois. Cette thèse épistémologique-là se rapporte assez facilement, à mon avis, à plusieurs thèses épistémologiques que je ne caractériserai pas par un terme en tant que tel parce que j'ai longtemps dit que je ne les maîtrisais pas, mais je trouve que ce n'est pas adapté de toute façon. Mais on pense à, par exemple, ce qui a débuté avec Hegel, qu'on connaît mieux avec Marx, puis qui s'exprime dans les théories féministes, queer, postcoloniales et tout, qui dit justement que l'expérience et la connaissance sont liées ensemble, que la connaissance est produite par une expérience sensible précise et que l'expérience est modelée par la formulation de connaissance dans laquelle on baigne. Sauf que ces théories-là amènent quelques détails de plus qui sont intéressants. Par exemple, ils vont formuler le fait qu'il y a le phénomène de l'aliénation qui se produit dans ce lien-là. Donc, par une certaine formulation de connaissance, par exemple, qui ne reconnaîtrait pas son lien fondamental ou son lien fondateur avec l'expérience, une formulation de la connaissance qui ne reconnaît pas son lien avec l'expérience a pour effet d'effacer la possibilité, même cognitive, de reconnaître ce fondement-là dans l'expérience. Donc ça, c'est une chose importante à ajouter, je pense, à notre compréhension épistémologique aujourd'hui. L'autre chose, c'est que Nietzsche insiste sur un peu la souveraineté de la pensée ou de la philosophie dans ce lien-là de co-construction. Donc, c'est la pensée qui est souveraine et qui s'impose à la réalité, soit par contrainte et dévalorisation de la vie, ou bien par décision souveraine dans la plénitude de la reconnaissance de la vie, dans la volonté de puissance, par exemple. Donc, c'est toujours un peu la philosophie qui est maître dans ce lien-là. Mais dans les théories plus critiques, par exemple, c'est important comme il y a une valeur plus grande donnée à l'importance de l'expérience qui est ce que la pensée se représente en se formulant. Donc, l'expérience a un rôle peut-être plus présent, en tout cas. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est pas grave, j'ai pas le temps de vous le demander. Mais c'est bien correct, c'est normal. Donc, ce qui m'amène à exprimer le doute que j'ai sur la source du nihilisme dans le platonisme. Tout d'abord, ce qu'est le platonisme entendu par Nietzsche, entendu par Heidegger, entendu par moi, ça, c'est les termes qui me servent aujourd'hui. Le platonisme postule l'existence d'un monde suprasensible qui est celui de la vérité absolue et immuable. En dessous, le monde formé par la présence de la vie est le monde sensible. Ce dernier est instable et sujet à l'erreur. La philosophie est la pratique visant à poser le regard au-delà de la réalité sensible afin d'atteindre la vérité absolue des choses. Cette connaissance doit ensuite servir à donner forme au monde sensible afin de lui éviter de tomber dans l'erreur. Donc, pour Nietzsche, cette forme-là de séparation entre un suprasensible qui s'impose au sensible et le canevas de la réalité de l'Occident ou de la pensée occidentale à travers toute son histoire. Donc, qu'on soit dans le platonisme, dans le christianisme, dans le positivisme, l'empirisme, c'est toujours la même chose qui se produit. On postule un au-delà dans lequel on trouve des vérités absolues qu'on impose ensuite au monde sensible parce que le monde sensible pourrait tomber dans l'erreur. Là où le doute se pose, c'est que
Nietzsche formule que ça viendrait du platonisme, alors que le platonisme est déjà une formulation théorique. Avec les ajouts épistémologiques que je viens de nommer, on pourrait se demander s'il y aurait une expérience sensible qui aurait pu donner forme à cette formulation de connaissance-là par Platon. Donc, quelle expérience sensible aurait pu mener Platon à formuler une rupture entre la connaissance, entre le suprasensible et le sensible, et qu'on aurait oublié, et dont on aurait perdu la capacité de la reconnaître à cause de la formulation qui ne la reconnaît pas et qui a été celle qu'on a gardée depuis Platon, selon Nietzsche. Pour essayer de trouver une expérience sensible, puis le titre l'annonce de toute façon, je me porte sur Hegel sur le moment de l'esprit. Le moment de l'esprit, c'est celui qui suit le moment de la conscience de soi. Le moment de l'esprit, c'est la conscience qui se conçoit comme un monde. Donc, c'est un peu une question, c'est un peu une recherche, c'est l'entrée dans une recherche un peu de l'être. C'est une conscience d'un monde, contrairement au moment précédent. Puis, quand Hegel explique le moment de l'émergence de l'esprit, il place un peu dans le moment grec classique, en faisant des références à des mythes grecs comme Antigone et Oedipe. Puis ce moment-là, donc, je vais vous l'expliquer, ce qui se passe là. On va voir quel conflit se produit. Donc, dans le moment précédent, le moment de l'esprit, c'est le moment de la conscience de soi. Dans ce moment-là, la conscience apprend que son expérience particulière n'est pas toute la réalité. Par son passage par la forme de maîtrise et de servitude qui se résout dans la reconnaissance réciproque, la conscience fait l'expérience qu'elle n'existe pas en tant qu'universel détaché de la réalité objectale, mais bien en tant qu'ensemble de consciences particulières incarnées qui réalisent le monde par leurs actes. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'esprit débute. Donc, la conscience-esprit est un ensemble de consciences particulières qui réalisent le monde par leurs actes. Mais réaliser le monde par leurs actes, ça ne veut pas dire décider sur le monde. Ça veut dire être la réalisation naturelle du monde, un peu. Donc, il y a quand même cette idée-là que c'est un monde qui se produit naturellement. Tout de même, il y a deux éléments un peu contradictoires qui existent dans ce monde-là. C'est que le monde est un ensemble d'esprits qui produisent la réalité constante et réelle et vraie et fluide à travers l'histoire, mais il y a aussi les consciences particulières finies qui meurent. C'est ça. Donc ça, c'est les deux éléments qui créent ce tout-là. Mais comme ces deux éléments-là existent, Hegel nous explique que ça produit dans l'acte quand même deux mondes opposés, deux mondes éthiques opposés, le royaume divin et le royaume humain. Le royaume divin, c'est le royaume dans lequel se produit la possibilité de la communauté. Donc, c'est un peu un monde négatif. C'est un monde de possibilités de réalité. Donc, c'est le monde dans lequel se produisent les individus qui vont produire le monde. Donc, c'est un devoir envers l'existence individuelle. C'est le monde du devoir envers la naissance, la vie et l'accompagnement dans la mort. Ce monde-là est régi par des lois qui sont inconscientes, non formulées, intuitives, donc non connues. Elles ne sont pas formulées, donc elles ne sont pas connues. Elles n'entrent pas dans la connaissance. C'est le royaume féminin, tel que présenté par Hegel. Le royaume de la famille. À l'opposé, ou l'autre morceau de la réalité, c'est le royaume humain qui est positif, donc c'est le monde de la conservation de la communauté par des lois formelles, donc connues. C'est ça. Et c'est le royaume masculin. Ces deux mondes-là se réalisent naturellement dans le tout qui se réalise naturellement, mais puisque ce sont deux mondes contradictoires, parce que le royaume divin
veut à tout prix conserver l'intégrité de l'individu et le royaume humain veut à tout prix conserver l'intégrité de la communauté. Et ces deux choses-là entrent en contradiction parce que, en tout cas, ça entre en contradiction. Si ce n'est pas clair, vous poserez des questions plus tard. Ces deux mondes-là qui se réalisent en acte vont nécessairement se transgresser réciproquement. C'est ça. Puis cette transgression-là va nécessairement produire des conséquences pour tout le monde, parce que ce ne sont pas deux mondes indépendants, c'est deux mondes qui font partie du même monde. Donc, la transgression de l'intégrité de l'individu au nom de la conservation de la communauté va faire mal à tout le monde, parce que la communauté, ce sont des individus, t'sais. Puis et vice-versa. Par contre, la transgression de l'intégrité de la communauté au nom de l'intégrité de l'individu, donc une personne qui agit au nom de la loi divine contre la loi humaine pour préserver l'individu, son crime est absolu parce que, puisque la loi qu'elle respecte n'est pas connue, il n'y a aucune raison qui justifie son acte, et comme la loi qu'elle transgresse est connue, c'est un crime, reconnu par tout le monde. Et à l'inverse, la communauté, par exemple, la loi de la communauté qui justifie l'agression de la loi divine n'est pas un crime, parce que la loi qui est transgressée n'est pas connue, et la loi qui est respectée est entièrement légitime. Ce qui se produit pour la conscience avec cette expérience-là, c'est que la transgression de la loi de la communauté est un crime absolu. Quand on la transgresse, il y a un mal qui se produit. Le mythe d'Antigone nous le présente, par exemple. Quand on transgresse la loi de la communauté, il y a un mal qui se produit. Il faut rétablir la communauté. Mais quand on rétablit la communauté, il y a un mal qui se produit quand même, puis on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il y a une transgression qu'on ne reconnaît pas. Comme on ne reconnaît pas pourquoi, ce que la conscience, ce qui se produit avec ce conflit-là entre les deux mondes, c'est que, au final, la conscience en général justifie ou comme rigidifie le respect de la loi de la communauté parce qu'elle s'est prouvée nécessaire. Puis en se rigidifiant, perd complètement la possibilité, même cognitive, de éventuellement reconnaître l'existence d'une loi divine. Mais comme il y a un malheur qui est quand même vécu, mais que la conscience croit être toute la conscience et ne comprend pas la faute qu'elle a commise, n'a pas le choix de postuler un au-delà pour trouver des réponses. Si le respect du monde existant ne fonctionne pas, il faut postuler un au-delà, et on n'a pas le choix. C'est ça que je voulais vous présenter en gros. Donc, il y a deux choses qu'on peut voir avec ça. D'un côté, on peut se demander, est-ce que c'est historiquement ça qui s'est produit dans l'histoire de la philosophie puis de la politique des rapports sociaux en Grèce antique? Il y a sans doute des branches de la recherche historique qui se pensent là-dessus. L'autre chose qu'on peut se dire, c'est que, et d'ailleurs, je ne travaille pas sur Platon, je travaille sur Hegel et Nietzsche et Heidegger. Hegel et Nietzsche sont deux témoins d'une société qui est encore grandement la nôtre. Et eux ont exprimé à la fois le nihilisme et à la fois l'oubli, par exemple, ou le conflit entre le royaume humain et le royaume divin comme base de la progression de l'esprit. Donc, ce qu'on peut se demander, c'est comment résonne en nous l'idée selon laquelle toute recherche d'absolu équivaut à brimer le devenir de la vie. Comment résonne en nous l'idée que la rupture d'avec la vie en tant que devenir est en lien avec une dévalorisation d'une part d'inconscient, d'obscur, de fragile, d'intuitif, de mortel en nous. Comment résonne en nous l'idée que la dévalorisation se réalise par une division de la culture en deux genres? Et comment résonne en nous l'idée que le vide laissé par la perte d'absolu pourrait être comblé par une découverte d'une part de nous-mêmes laissée hors de la connaissance?